C'est une tempête d'une rare violence, la plus forte depuis 50 ans. Avis de tempête. Avis de tempête. Alerte météorologique prévenant d'une violente tourmente politique. Contre la vie chère, une grève insurrectionnelle se déclenche dans tout le bassin minier. Saccage des machines et incendie. L'agitation s'était étendue aux mines du Nord. Un vent de colère souffle sur le pays. Du coup, j'étais furax, j'étais en train de danser, en train de courir partout, en train de gueuler les slogans. Des siècles d'injustice et d'oppression, des éternités de mépris envers les soumis et les pauvres ont préparé l'ouragan. Enfilez vos kawaii et vos écouteurs. Bienvenue sur le podcast Avis de tempête. Épisode bonus, week-end anti-bassine, la base arrière. Coucou, c'est le printemps et on attend des milliers de personnes ce week-end pour manifester dans les Deux-Sèvres lors du nouveau rassemblement contre les méga-bassines. Pour rappel, en octobre dernier, près de 7000 personnes s'étaient rendues pour manifester, s'opposer à la construction de ces gigantesques réserves d'eau prélevées dans les nappes phréatiques et destinées à l'agriculture intensive. Du coup, on sort un épisode un peu particulier aujourd'hui. Le collectif Bassines Non Merci nous a demandé de diffuser le temps de brief en visio sur les questions de base arrière de la mobilisation de ce week-end. Legal Team, point juridique, médic, dispositif anti-violence sexiste et sexuelle, soutien psychologique, pôle handi des validistes, garderie, intercantine, etc. On recommande chaudement à toutes les personnes se rendant à Sainte-Soline ce week-end de l'écouter. Prenez soin de vous et de vos proches. Noba Saran. Du coup, je vais introduire ce petit temps en tant que représentante du collectif Bassines Non Merci pour vous recontextualiser un petit peu le pourquoi du comment d'une base arrière qui est centrée sur le soin s'est mise en place et pourquoi aujourd'hui c'est hyper important qu'on soit nombreux et nombreuses, mais ça fait trop plaisir que vous soyez plus de 400. En tout cas, c'est super important. Déjà, ce que je voulais dire, c'est que donc il y a eu plusieurs temps forts cette dernière année et demie pour le collectif et qu'à chaque fois, ces temps forts, ça a permis beaucoup de choses, mais déjà une montée en puissance assez impressionnante de la lutte et puis du coup de aussi apprendre à se connaître sur ces différents temps et de nous permettre d'accueillir des personnes qui venaient apporter leur pierre à l'édifice avec des compétences justement sur toutes les thématiques qu'on va aborder aujourd'hui. Et il y a eu un temps fort en particulier qui a été Sainte-Soline en octobre dernier et qui donc nous a fait passer un vrai cap dans le rapport de force qu'on essaie de maintenir et de mettre en place pour porter notre lutte jusqu'au bout et jusqu'à la victoire. Mais que ça s'est accompagné en fait en même temps forcément de la crainte du pouvoir, on va dire, du gouvernement qui voit ce mouvement gagner en force et en visibilité, en nombre de participants aussi. Et donc, on a été confrontés de manière assez rapide et exponentielle à de la répression. Ça, vous avez peut-être suivi les différents épisodes là-dessus, mais c'est vrai qu'entre les épisodes de surveillance qui ont permis d'éclater aussi au grand jour et de dénoncer ça, mais en tout cas de militants qui sont fortement criminalisés et surveillés, aussi de personnes qui ont subi des procès, qui ont été amenées en justice pour avoir défendu l'eau et pour avoir osé s'opposer aux bassines comme des milliers d'autres personnes. Donc face à cette répression, forcément il y a eu une organisation derrière pour y répondre et puis en fait la volonté qu'on a depuis le départ, c'est que toutes les personnes qui ont envie de nous rejoindre et d'exprimer leur colère et leur mécontentement face à ces projets complètement absurdes puissent le faire. Et donc, on a vraiment essayé de travailler sur l'accessibilité de nos événements et des temps de lutte, donc pour tout type de personnes. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment une base arrière qui s'est constituée autour de la garderie d'enfants, par exemple, pour que la question de la parentalité ne rentre pas en compte dans le fait de s'investir en tant que militant ou pas.
Et puis aussi sur tout ce qui va être dévalidiste, dont on va vous parler. Et puis, c'est tout simplement aussi un souci de cohérence. Enfin, voilà, nous, on est là pour des raisons à la base environnementales et puis pour voilà, défendre l'agriculture paysanne, l'eau, mais aussi pour prôner un certain nombre de valeurs et pour proposer quelque chose de nouveau par rapport à un système qu'on dénonce dans sa globalité. Du coup, c'est hyper important qu'il n'y ait pas des situations de domination qui se reproduisent au sein de cette lutte-là. Donc, voilà, cette base arrière, elle s'est constituée au fur et à mesure et elle s'est renforcée. Là, on attend vraiment beaucoup de monde. On a beaucoup de signaux qui nous disent qu'on va être cette fois très, très nombreux et nombreuses pour l'événement des 25 et 26 mars. Et donc, du coup, ça mobilise très fortement toute l'équipe d'organisation à tout niveau, que ce soit pour vous accueillir, donc l'équipe logistique, mais aussi donc l'équipe base arrière qui fait un boulot incroyable et qui a été vraiment avec nous sur les temps d'événement, mais aussi enfin voilà, qui accompagne vraiment le collectif. Donc, merci beaucoup, c'est hyper précieux. Et encore une fois, merci à tout le monde d'être venu là pour assister à ce brief parce que c'est vraiment en se formant, en s'informant le plus possible collectivement et en apportant une attention collective à toutes ces questions de soins qu'on va réussir à être fort et à être aussi résistant face à tout ce qu'on va pouvoir nous opposer en face. Donc voilà, on est hyper déterminés, on est hyper content que ce temps ait lieu et voilà, je vous laisse la parole pour développer. Oh bien, merci. Du coup, l'idée là, c'est qu'on soit connectés environ 2 heures. On va essayer de tenir dans les 2 heures. L'idée, c'est que d'abord, potentiellement, on va vous faire un peu tout le déroulé du brief. Comme on disait juste avant, la base arrière, elle est constituée de pas mal de différents groupes. Il y a notamment les médics, le soutien psy et émotionnel, l'équipe Bambin et Bassine pour la garderie, le dispositif Riot Fight Sexism contre les violences sexistes et sexuelles, mais aussi pas mal de petites choses qu'on voudrait vous ajouter, ainsi que la légale. Et donc, on va faire un peu ce petit brief qu'on fera au maximum aussi en direct sur l'événement, mais encore une fois, il va y avoir énormément de monde, ça va être très compliqué aussi d'avoir des grands moments où on pourra échanger comme là on peut le faire. Alors on sait que c'est moins bien qu'en présentiel, mais voilà, on va essayer de se passer un peu la parole là-dessus et ce qu'on va faire, c'est que à la fin, si ça vous va, on va laisser un temps pour les questions-réponses, mais on va au maximum essayer d'avancer sur les différents sujets. Et pour commencer, du coup, je passe la main au juridique. Okay, merci. Ouais, du coup, pour ouvrir ce petit temps de brief, pour présenter donc une des composantes du soin de cet événement-là, et de manière générale, en tout cas pour nous, lutter contre la répression, qui souhaite nous dissuader de lutter pour l'eau. Donc, il y a depuis quelques actions, du coup, maintenant, depuis le printemps maraîcher, une base arrière juridique qui s'est mise en place, du coup, sur les événements, avec comme fonction première des temps support durant l'événement, avec, comme on fait en ce moment, du coup, un brief, donc qui a lieu aussi sur place, avec une présence notamment à l'accueil, du coup, de la mobilisation, pour répondre aux questions et permettre d'avoir des ressources aussi pour les personnes qui le souhaiteraient par rapport aux questions voilà, juridiques qui pourraient nous concerner dans une mobilisation comme ça. On va revenir dessus. Faire du soutien du coup aux personnes interpellées, potentiellement du coup avoir un rôle à jouer sur les référés liberté par rapport aux arrêtés préfectoraux qui peuvent être pris de manière disproportionnée par rapport à ce que nous demandons comme droit de manifester. Voilà. Puis après, faire du lien avec aussi les autres composantes de la base arrière, médic ou autre, du coup. Le travail, du coup, s'arrête pas là. Potentiellement, s'il y a des suites, en tout cas, le collectif continue d'être présent et va continuer, si les personnes le souhaitent, de soutenir, donc notamment de faire du lien avec des avocates militantes qui sont présentes pendant les actions et qui vont pouvoir, du coup, apporter une défense collective au procès. Donc, ce qu'on entend par défense collective, c'est de partir du constat que la répression qui cherche à dépolitiser, donc, comme je disais tout à l'heure, pour criminaliser et isoler les personnes, pour leur enlever, du coup,
le pan politique de leur action, afin de réprimer, de dissuader les autres aussi. Et donc, à quel point c'est une charge aussi collective de se prendre en charge ce soin-là, qui est un soin parmi d'autres, pour limiter notre exposition à cette répression, et donc pour nous permettre d'avoir de la force pour lutter du coup pour l'eau. Un petit point du coup sur où est-ce qu'on en est de la répression un petit peu, enfin en général du coup sur les bassines, sur le côté juridique. On a pu constater qu'il y avait une répression démesurée, en tout cas sur cette lutte-là particulièrement en ce moment, depuis le début qui a commencé et de plus en plus au fur et à mesure qu'elle avance, avec une politisation forte. Donc on a pu voir après l'action du 29 octobre dernier, Sainte-Soline, notre garde des Sceaux Dupond-Moretti qui nous sort une circulaire pour demander à tous les tribunaux de France d'avoir des chefs d'inculpation forts du coup contre tout type de contestation, contre des projets d'aménagement. Une bassine est un projet d'aménagement. Et Darmanin qui, dans la foulée, essaie de parler d'écoterrorisme, enfin de travailler cette image-là du coup de criminalisation qui pourrait ensuite permettre de justifier la démesure de cette répression-là. Donc il y a vraiment un travail aussi médiatique et politique autour de ces questions judiciaires qui, à la base, on avait appelé justice, en tout cas dans nos institutions. Pour vous donner un petit peu les différents dossiers du coup qu'on a eu depuis le début de cette lutte-là, on a jusqu'à aujourd'hui du coup eu 3 procès qui ont été l'occasion pour nous de continuer, d'avoir une continuité dans les actions dans la rue du coup face aux tribunaux, où on a pu avoir du coup au travers de ces moments-là un espace pour réapporter une politisation donc à ces tentatives de répression avec du coup autant à l'intérieur du tribunal l'intervention de juristes du coup qui redonnent un petit peu le contexte et Céline Desroleuil militantes des faucheurs volontaires sur la désobéissance civile ou paysans locaux que à l'extérieur du coup de la course de tracteurs, de mini-tracteurs devant le tribunal, au débâchage d'une mini-bassine symbolique pour montrer que nous étions toutes et tous du coup aussi présents ce jour-là et responsables aussi de ce qui s'est passé. Et en passant du coup par un tribunal du coup populaire des animaux contre la FNSEA et les 40 voleurs, qui était du coup l'occasion de réapporter un jugement des véritables responsables de la question des bassines. Et donc, du coup, une procession, sur une procession de la honte, avec du coup ces 40 voleurs qui avaient leur bassine sur la tête pour expurger un petit peu leurs méfaits. Pour donner, du coup, à chaque fois, ce qui pouvait être reproché dans ces dossiers-là, c'était couramment, du coup, après Sainte-Soline, des personnes auxquelles on a reproché de participer à la mobilisation en vue de permettre des dégradations. Et d'autres où c'était sur les actions notamment de septembre du coup 2021, d'avoir dégradé une pelleteuse à l'époque, des jets de pierre, ou d'avoir débâché la bassine de Cranchavant le 6 novembre 2021 aussi. En termes de risque du coup, qu'il peut y avoir, un petit point avant de rentrer dans le détail des conseils pratiques, le contexte donc, dans lequel on a été à Sainte-Soline en octobre dernier et dans lequel on va se retrouver du coup le week-end prochain, ça va être la tentative de la préfecture de bloquer la mobilisation avec des arrêtés préfectoraux et donc qui vont être sur plusieurs niveaux. On aura à partir de ce vendredi du coup 20h à dimanche 20h une interdiction de manifestation et d'attroupement dans une certaine zone qui est grosso modo les zones que nous avions pour la manifestation du coup de Sainte-Soline et qui concernait à la fois Sainte-Soline et Mosée-sur-le-Mignon. Et donc là, on pour l'instant fait ces mêmes zones-là. On attend encore du coup l'arrêté d'interdiction de circuler, qui n'est pas la même chose. L'interdiction de manifestation et d'attroupement concerne des personnes qui seraient du coup attroupées ensemble dans la zone, par exemple, pour rejoindre les cortèges.
là où la circulation concerne du coup les véhicules et les conducteurs, conductrices des véhicules. Et donc, il va tomber, il sera certainement sur les mêmes créneaux, mêmes zones, mais on attend encore de voir et on vous tiendra au courant, en tout cas, pour ça, dès qu'on aura les infos. Et une deuxième vitesse, un deuxième niveau pour les arrêtés qui commence demain matin à 8 heures et qui prendra fin, du coup, lundi prochain à 20 heures, qui est l'interdiction de port et de transport d'armes, de vente, transport et utilisation d'artifices, de divertissement, de carburant, d'acide ou de produits inflammables. Et, donc voilà, c'est des outils pour tenter de freiner notre organisation, freiner la lutte. Et donc le risque par rapport à ça, c'est 135 € d'amende. La dernière fois à Sainte-Soline, il y avait c'était pas forcément automatique. L'amende, enfin le contrôle d'identité, en tout cas sur place, n'avait pas forcément amené une amende. Il y avait aussi la possibilité de contester et qui avait fonctionné du coup pour certaines personnes, pas forcément pour tout le monde, mais en fait c'est quelque chose qui est possible. Et donc voilà, ça fait partie en tout cas des choses où pour l'instant il n'y aura pas le besoin d'arriver de manière isolée sur place pour l'action, mais qui pourront faire partie des risques. Un deuxième risque du coup dont je parlais tout à l'heure pour les procès notamment donc, qui ont lieu le 28 novembre dernier pour Sainte-Soline, du coup 5 personnes qui avaient été interpellées à Sainte-Soline, dont un blessé qui avait été accueilli à la sortie de l'hôpital, et qui est donc l'attroupement en vue de commettre des dégradations ou des violences. Et donc sur ce point en particulier, donc il peut nous concerner en tant que participantes à cette mobilisation dans la zone. En gros, le discours, ça veut dire que parce qu'on a passé des lignes de police, on était consciente qu'il y avait cette volonté de dégradation. Et les condamnations que nous avons eues là, du coup, il y a quelques jours, du tribunal de La Rochelle, c'est qu'on peut arriver du coup à des amendes, du coup à 200, 300, à 500, qui sont des peines malgré tout injustes, donc qui existent du coup comme risque. Et je vais repasser du coup la parole pour le détail un petit peu plus des conseils pratiques sur place. Ouais, merci beaucoup. Je prends la suite, mais n'hésitez pas à compléter. Tout d'abord, on a assisté beaucoup à des fouilles de véhicules. Sachez il est fort probable que quand vous arriviez proche de la zone, il y ait des fouilles de véhicules. Ça a été le cas lors d'autres événements de bassines. Ces fouilles de véhicules, malheureusement, peuvent être légales, avec notamment des réquisitions du procureur que vous pouvez demander à voir. Nous, on ne conseille pas forcément de demander absolument à voir ces réquisitions-là, mais il est fort probable qu'elles existent et qu'ils les aient. S'ils ne les ont pas, ils ne sont pas autorisés à fouiller votre véhicule et du coup, potentiellement, voilà, ça peut aussi stopper la fouille que de les demander, mais potentiellement, ils les ont et ça peut aussi faire monter les tensions. Donc, je pense qu'on en appelle aussi à votre, à votre feeling à ce moment-là pour savoir si vous voulez ou non demander à voir ces réquisitions, mais sachez que voilà, légalement ils sont obligés de vous les montrer. Si vous avez l'occasion d'en voir une, n'hésitez pas à les prendre en photo, à les envoyer à la base arrière juridique dont on va vous redonner le numéro en fin de ce brief avec toutes les choses à bien avoir en tête. Il y aura un numéro du coup que vous pourrez tenir au courant si il se passe quoi que ce soit au niveau juridique. Ce sera le numéro de la légale. Du coup, ces réquisitions-là, une fois qu'elles existent, ils ont le droit de fouiller votre véhicule et probablement, ça s'est déjà passé, il y a une possibilité pour qu'ils saisissent certains objets, notamment sur certaines actions. Il y a eu des saisies de tous les couteaux, de vannes par exemple, dans le sens où pour eux, c'était des objets vont être des armes par destination ou des objets dangereux. Voilà, ces saisies-là, elles sont possibles, surtout dans le cadre de ces arrêtés. Alors, sachez que ces arrêtés, on va tenter de les attaquer comme ça s'est passé plusieurs fois, mais potentiellement, ça ne va pas marcher. En tout cas, c'est des personnes qui vont tenter de faire ça.
Je suis désolée, on est un peu rapide sur tous les points. Potentiellement, on pourra aussi voir avec les questions à la fin pour tous les détails. Je vois qu'il y en a plusieurs. Sur le téléphone portable, et là on touche à un sujet assez sensible. Vous savez que votre téléphone portable borne, c'est-à-dire que quand vous vous déplacez, il est possible de savoir que ce numéro était à tel endroit, ou en tout cas dans une certaine zone géographique. Du coup, il y a plusieurs choses qui peuvent être prudentes à faire, notamment avoir un téléphone portable juste pour l'occasion, par exemple. Ça peut être une manière aussi de dissocier votre numéro personnel du numéro que vous aurez à ce moment-là sur le lieu, et vous pouvez aussi tout simplement ne pas prendre votre téléphone portable. Sachez néanmoins que sur toutes les infos, afin d'arriver et de rejoindre les départs de manifestations, elles sont transmises via l'infoline, qui est un numéro que vous pouvez appeler, sur lequel vous tomberez sur un répondeur pour avoir des informations, mais aussi un fil, c'est-à-dire une discussion que vous pouvez retrouver dans Telegram. Vous pouvez trouver le lien de cette infoline sur les sites de Bassine Non Merci et des Soulèvements de la Terre, ainsi que sur tous les réseaux sociaux. Si vous vous abonnez à cette boucle, vous aurez les informations en temps réel. Du coup, à la fois, prendre son portable, c'est toujours évidemment risqué. Vous êtes repéré si c'est votre numéro habituel, etc. Et en dehors de ça, c'est potentiellement une bonne chose d'avoir au moins un portable par véhicule ou par convoi afin d'avoir les informations en temps réel. Néanmoins, dans le cas où vous auriez votre portable, on vous invite très fortement à ne pas le prendre, par exemple, pour les moments de manifestation, ou à bien le nettoyer, c'est-à-dire enlever toutes les conversations qui pourraient être gênantes ou problématiques en cas d'arrestation et de saisie de votre téléphone. Voilà, le téléphone portable, c'est toujours à la fois quelque chose de pratique et à la fois quelque chose qui nous met un peu en danger. Un téléphone éteint, normalement, ne borne pas, non. On y reviendra avec toutes ces questions-là. On n'a malheureusement pas le temps d'entrer dans chaque détail de chaque point. Sachez que sur les téléphones, il y a des supports aussi qui sont très bien et accessibles sur Internet, notamment sur des sites comme le site de l'Infokiosque. Vous pouvez trouver plein de détails sur la téléphonie mobile. Donc n'hésitez pas à creuser certaines parties si vous avez beaucoup de questions, si ça vous intéresse. Sur le contrôle d'identité, il est fort probable qu'il y ait beaucoup de contrôles d'identité qui vont se faire aux abords du site, ou même typiquement lors d'un contrôle quand vous êtes au volant d'un véhicule. Sur les contrôles d'identité, sachez que vous n'êtes obligé de déclarer que votre petite identité et seulement votre petite identité, c'est-à-dire nom, prénom, date, lieu de naissance et votre adresse, voire le nom et prénom de vos parents si vous avez des homonymes, c'est-à-dire si vous avez un prénom et un nom particulièrement courant. Si vous appelez Jacques Durand, par exemple, on va vous demander le nom et prénom de vos parents, très probablement. Ne pas déclarer sa petite identité est un délit. Vous pouvez notamment être retenu 4 heures pendant un contrôle d'identité. On va chercher par tous les moyens à avoir votre identité. Donc vous pouvez refuser de déclarer cette petite identité, néanmoins vous vous exposez à des risques supplémentaires, et je pense qu'il faut l'avoir bien en tête. De la même façon, on n'a pas posé la question en début de ce brief, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ne sont pas de nationalité française ici. Sachez qu'on va avoir aussi des briefs au moins à l'écrit, on aura des personnes sur place pour répondre à des questions en langue étrangère. Donc n'hésitez pas, et sur les personnes qui ne seraient pas de nationalité française, sachez que aussi ne pas déclarer votre identité vous expose encore plus à de la possible, notamment, rétention administrative. En dehors de cette petite identité, j'y reviens, vous n'avez rien à déclarer. L'idée, c'est de ne pas donner quelconque information de plus. En fait, vous n'êtes pas obligé de donner une quelconque information de plus. C'est vraiment, ça se restreint. Les obligations légales quant à ce que vous déclarez à la police se restreignent à votre petite identité. Nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse. Imaginons ensuite dans un cas un peu plus problématique où vous seriez emmené en garde à vue. On va partir sur un petit brief sur la garde à vue. Sachez aussi qu'il y a énormément de documents sur la garde à vue. On ne l'a pas mentionné, mais il y a un livret aussi qui a été fait par la base arrière. Vous avez tout le brief dessus. Sur la garde à vue, vous avez des détails que vous pouvez aussi trouver sur le site de l'Infokiosque, par exemple. Mais du coup, la garde à vue, votre première période de garde à vue, elle peut être de 24 heures. Sachez que le contrôle d'identité, si vous êtes emmené au poste pour un contrôle d'identité, ça peut durer 4 heures et ça comptera dans ces 24 heures de garde à vue s'il est prolongé. C'est-à-dire qu'à l'issue de votre contrôle d'identité, on vous place en garde à vue. Il y a les 4 heures de contrôle d'identité, du coup, ça fait que 20 heures pour votre première période de garde à vue. Une fois que vous êtes en garde à vue, vous avez des droits.
qui s'offre à vous, notamment le fait de contacter un proche. Sachez que cette histoire des proches, elle est essentielle. C'est notamment à ce proche que vous aurez donné des garanties de représentation. On va revenir sur ce que sont les garanties de représentation et à quel point c'est important. Mais ce proche-là, vous devez connaître son numéro par cœur. Ce n'est pas forcément vous qui allez l'appeler. La plupart du temps, c'est les flics qui appellent, ce n'est pas vous. Malheureusement, parfois, il y a des exceptions, je ne dis pas le contraire, mais il ne faut pas partir de ce principe-là. Et il faudrait que ce proche, il ait aussi le numéro de la base arrière juridique. On va vous redonner ce numéro. Mais voilà, ce proche-là, le fait qu'il ait le numéro de la base arrière juridique, ça nous permet ensuite, nous, sur le camp, aux personnes qui font partie de la légale, de cette base arrière juridique, d'être au courant et à toute l'organisation de l'événement, d'être au courant aussi des personnes qui sont en garde à vue et donc potentiellement d'organiser aussi des comités de soutien devant ces gardes à vue-là. Ce proche, c'est bien aussi s'il arrive à demander dans quel commissariat vous êtes pour ensuite pouvoir transmettre l'information. Vous avez aussi le droit à avoir un médecin quand vous êtes placé en garde à vue. Sachez que le médecin, il est soumis au secret médical concernant votre dossier médical, mais que par contre, il ne faut rien lui dire de plus. Le reste du temps, le médecin n'est pas notre ami, le médecin peut absolument tout raconter ce que vous lui dites. Sachez que si vous prenez des médicaments, il faut avoir à la fois sur vous l'ordonnance et les médicaments pour être sûr et certain et certaine de pouvoir y avoir accès. Et encore une fois, c'est la garde à vue, c'est les flics, vous n'êtes pas sûr de pouvoir accéder à ces médicaments. Parfois, c'est vraiment une guerre d'avoir accès à ces médicaments alors qu'on a et l'ordonnance et les médicaments avec nous. Donc, ça peut être quelque chose de très dur. Vous avez le droit normalement de faire prévenir votre employeur ou votre employeuse. C'est quelque chose normalement qui est possible. Ce droit-là passe souvent à la trappe, sachez-le quand même. Mais c'est un autre appel auquel vous avez le droit. Et vous avez le droit aussi de faire prévenir, de demander votre avocat ou votre avocate. Si votre garde à vue se passe, si vous êtes stressé, si votre garde à vue se passe mal, ou même si vous avez l'impression d'avoir absolument besoin pour vous soutenir dans ce moment, de prévenir les avocates, n'hésitez pas. Les avocates sur l'action, il y en a 2. Il y a Colline Bouillon du barreau de Créteil et Chloé Chalot du barreau de Rouen. Pareil, ces 2 noms-là, on va vous les distribuer, on va vous les répéter 1000 fois sur le camp. Les personnes qui seront là-bas vous diront tout ça 1000 fois. Et pareil, tout ça existe aussi dans le livret de la base arrière. Vous allez trouver ces noms, prénoms et barreaux. Il n'y a pas besoin d'avoir les numéros des avocates. Ils ont un grand livre avec un grand site avec tous les avocats et avocates de France. Et une fois que vous avez donné nom, prénom et barreaux, ils peuvent les retrouver. Du coup, voilà pour un peu les droits que vous allez avoir lors de cette garde à vue. Vous avez aussi le droit, pardon, j'ai oublié, à demander un kit hygiène. C'est pareil, vous avez de la chance si ce droit est respecté là, mais vous pouvez l'avoir. Il y a notamment des protections hygiéniques dans ce kit hygiène, donc c'est quelque chose que vous pouvez demander en garde à vue. Durant cette garde à vue, vous allez être auditionné, c'est-à-dire qu'on va vous faire venir et un EPJ, un officier de police judiciaire, va vous poser des questions. Encore une fois, peu importe ce que vous raconte cet officier de police judiciaire, vous n'êtes obligé de déclarer que votre petite identité, nom, prénom, date et lieu de naissance, ainsi que adresse et potentiellement nom et prénom de vos parents. Rien ne vous oblige à déclarer plus que ça et c'est hyper important d'avoir bien ça en tête car ils vont absolument utiliser toutes les techniques possibles pour vous forcer à déclarer plus. Et en fait, parler, c'est-à-dire ne pas utiliser son droit au silence, parler, c'est déjà s'incriminer. C'est des questions qui sont pièges, c'est des questions... Est-ce que vous êtes venu à cette manifestation avec des amis, par exemple? Vous répondez non, c'est déjà admettre que vous êtes venu, pas avec des amis, mais que vous êtes venu. Et ça, c'est déjà vous incriminer. Il est vraiment hyper nécessaire, dans un cadre de défense collective où on se défend nous-mêmes, mais on défend aussi nos camarades, de ne rien déclarer, de garder le silence pendant cette audition. Il va y avoir aussi... Du coup, ils peuvent aussi utiliser plein de techniques. Et ils vont dire que ça va durer moins longtemps si vous parlez, que potentiellement, ils ne peuvent pas avancer dans le questionnaire et qu'ils sont bloqués. Il faut absolument continuer sur le rien à déclarer. Vous n'avez rien à déclarer. À la fin de cette audition, ils vont vous faire relire le procès-verbal de l'audition. Relisez-le bien, regardez bien qu'il y a bien écrit que vous n'avez rien déclaré. C'est hyper important de relire tous les documents qu'on vous donne. Ils vont vous demander de le signer. Vous pouvez le signer ou ne pas le signer. Encore une fois, s'il est conforme à ce que vous avez réellement pas déclaré, du coup, il n'y a pas de souci a priori à le signer. N'hésitez pas à le faire corriger. Si à un moment vous avez
dérapé, vous avez dit quelque chose, au moment où vous relisez ce PV d'audition, vous pouvez bien dire écoutez, excusez-moi, moi je suis désolé, j'ai jamais dit ça, merci de le corriger. Ensuite, au niveau des empreintes, en plus qu'il y a pas mal de questions là-dessus dans le chat, sachez que on va aussi vous demander vos empreintes et votre ADN. Refuser les empreintes est un délit, refuser la prise d'ADN est aussi un délit. Sachez néanmoins que sur l'ADN, c'est rarement poursuivi, on gagne souvent face à ça parce que la France reste encore une mauvaise élève là-dessus vis-à-vis de l'Europe. Sur les empreintes, c'est un délit qui est souvent poursuivi et qui souvent gagne, c'est-à-dire que si vous êtes incriminé sur quelque chose, vous pouvez voir votre peine augmenter parce que vous avez refusé de donner vos empreintes. On doit aussi vous dire que depuis peu, il est possible d'avoir l'autorisation pour les flics de prendre les empreintes de force. Donc c'est quelque chose qui peut se passer. Clé de bras et compagnie, pour l'instant, on l'a surtout vu à Paris, mais c'est désormais possible d'avoir ce type d'autorisation de prise d'empreinte de force. Sachez-le. Donc, vous pouvez refuser l'ADN et les empreintes, néanmoins, ça vous expose à des peines supplémentaires, notamment sur les empreintes. Sur l'ADN, c'est beaucoup plus facile de refuser. Une fois les premières 24 heures de garde à vue passées, alors vous pouvez être relâché à n'importe quel moment dans les premières 24 heures sans rien, etc. Vous pouvez aussi être prolongé, c'est-à-dire que votre garde à vue peut être prolongée de 24 heures supplémentaires. Sachez que ça renouvelle vos droits à appeler proches, médecins, avocats, employeurs, employeuses. N'hésitez pas. Ne pas signer ces PV d'audition ne représente pas de risque supplémentaire. Donc sur cette prolongation, sachez que du coup vous pouvez aussi rappeler, recontacter. Ça nous permet aussi d'être au courant, de savoir que vous avez été renouvelé, que les personnes sur place sachent que vous avez été renouvelé. C'est une possibilité. À la fin de votre garde à vue, vous pouvez soit sortir de la garde à vue avec rien, avec un rappel à la loi, ça peut se passer comme ça. Du coup, vous sortez. Vous pouvez aussi sortir avec une date ensuite de procès, donc une convocation à vous rendre au tribunal. Et vous pouvez aussi être envoyé en comparution immédiate, c'est-à-dire qu'on va vous dire maintenant, tu vas aller tout de suite devant le juge. Passer de la case garde à vue à la case juge directement. Dans ce genre de cas, vous appelez absolument les avocates qu'on vous a cités, Colline Bouillon et Chloé Chalot, barreau de Créteil et barreau de Rouen. Il ne faut vraiment pas hésiter à les appeler quand on vous dit que vous allez comparaître immédiatement devant le juge. Cette comparution immédiate, il faut la refuser. Il faut dire que vous avez besoin de plus de temps pour préparer votre défense. Donc, on refuse la comparution immédiate. C'est des choses qui sont faites sur le coin de la table, ça va très vite. Il faut absolument refuser de signer tout papier, toute peine, toute reconnaissance de culpabilité ou d'être jugé en comparution immédiate, et donc absolument demander à avoir du temps pour préparer votre défense. Et là, normalement, du coup, vous serez relâché et ça vous obtiendrez cette possibilité du coup, d'être jugé a posteriori, notamment si vous avez bien préparé vos garanties de représentation. Et du coup, je repasse la parole pour tous ces détails-là, qui sont les détails pratiques. Et on va vous remettre les liens dans les chats, etc., vers tous les documents et les informations. Donc, du coup, pour les garanties de représentation, merci beaucoup. Ça fera partie donc des informations, des documents à bien fournir à votre proche pour que on puisse, pour que l'avocate du coup puisse la récupérer. Et donc ça va être du coup, carte d'identité, un scan du coup une image de votre carte d'identité, une attestation d'hébergement ou contrat de travail, attestation Pôle emploi, certificat étudiant ou tout autre document qui permettent, via l'idée devant la justice, qui est particulièrement appréciable, c'est de montrer des preuves que vous allez vous représenter devant la justice du coup, pour ce jugement qui sera donc plus tard pour que vous puissiez préparer votre défense. Et donc du coup, bien préparer ça, c'est éviter une situation tendue, en tout cas qui est déjà tendue à la base. Donc c'est chouette de préparer. Donc que cette proche ait bien le numéro de la base arrière juridique, donc on vous a remis dans la discussion, mais je le redonne à l'oral au cas où. Donc c'est le 07 58 03 53 95.
Et, et donc voilà, ce sera ensuite votre proche qui pourra nous contacter pour nous fournir ces garanties de représentation et voilà, et prévenir vos potes si besoin. Les noms d'avocates, on insiste encore, mais vraiment, si vous pouvez vous les écrire sur vous, c'est parfait avec leur barreau. Et ça peut être aussi bien de prendre un temps avant l'action, potentiellement, soit dans le trajet pour venir ou autre, dans votre groupe affinitaire, pour pouvoir discuter de quelles vont être vos positions un petit peu collectivement par rapport à la répression, enfin par rapport au contrôle de police, par exemple. Est-ce que vous avez une tactique en particulier? Est-ce que vous avez votre carte d'identité sur vous ou pas? Est-ce qu'il y a besoin de se mettre d'accord là-dessus dans la voiture? Quel est votre niveau d'aisance aussi, du coup, pendant l'action, pour ne pas vous laisser embarquer un petit peu par l'enthousiasme qu'il peut y avoir pendant la mobilisation et qui peut vous amener à vous exposer au-delà de ce que vous auriez souhaité vous exposer. Et donc, du coup, ça peut être intéressant de faire en discuter en amont. Et donc voilà pour nous. Avant de repasser la parole, du coup, pour la suite, un peu plus sur justement le lien avec ce qui se passe pendant la mobilisation sur le terrain et comment se concrétise la répression sur le terrain. On vous donnera les étiquettes, donc le numéro de la base juridique. Gardez-le au cas où. La manière dont fonctionnent pour l'instant les enquêtes qui ont permis d'amener au procès du coup des personnes lors des précédentes actions que j'ai présentées tout à l'heure, c'est de prendre à partir des images de l'action, donc souvent des images de presse notamment, des visages identifiables et d'essayer de faire un signalement dans les gendarmeries de France pour voir s'il n'y aurait pas des gendarmes qui auraient déjà vu ces visages-là qui pourraient donner leur nom. Donc, avoir son visage qui n'est pas visible peut avoir un intérêt à cet endroit-là. Mais ce qui est surtout très important, c'est que si jamais vous êtes contacté par la gendarmerie après, nous contacter, du coup, appeler la base juridique pour qu'on puisse, du coup, organiser une défense collective comme présenté au début. Et donc pour moi, je ne sais pas si on a des choses à compléter là-dessus. La parole. Pour les personnes qui ne seraient pas de nationalité française, je préfère quand même préciser, parce qu'il y a pas mal de questions là-dessus dans le chat. N'hésitez, nous, on va être sur une ligne où on conseille de déclarer une grande identité, c'est-à-dire de répondre aux questions qui sont d'ordre administrative, parce qu'il y a des risques supplémentaires, notamment de détention administrative, d'être reconduit à la frontière aussi. Voilà, les risques ne sont pas les mêmes et il y a une forme aussi de privilège à pouvoir se permettre de ne rien déclarer du tout. Voilà. Donc, sachez en tout cas que ne pas déclarer son identité quand on n'est pas de nationalité française expose à des risques supplémentaires. Il faut l'avoir en tête. Encore une fois, on a un document qui va être traduit et qui expose ces risques-là beaucoup plus en détail et qui sera disponible en tout cas sur site. Et peut-être on peut fermer, en tout cas pour le moment, jusqu'à la fin où on prendra plus de questions, l'aspect juridique pour passer à tout ce qui concerne les armes de la police et leur usage. Oui, vous m'entendez? C'est bon? Impeccable. Je vais faire un petit partage d'écran pour les gens qui veulent avoir un peu un visuel, parce que j'ai préparé un peu visuel pour que on puisse se représenter. Il y a certaines choses qui nécessitent de comprendre à quoi ça ressemble. Du coup, j'ai mis un visuel que je vais partager là. Normalement, ça devrait marcher. OK. Voilà. Voilà, l'intérêt de faire une présentation sur les armes, je vais essayer de faire ça en 15 minutes, pas plus, c'est de bien comprendre que quand on va sur un lieu comme ça a été évoqué avant, il y a un fort risque de répression judiciaire, mais il y a évidemment aussi un fort risque de répression policière. Et du coup, c'est important de savoir vraiment à quoi on peut potentiellement s'exposer quand on va à une manifestation comme ça. Et nous, c'est ce qu'on fait en tant que dans des collectifs de victimes et de personnes qui s'organisent contre la répression policière. C'est ce qu'on essaye de faire au plus possible dans un certain nombre de cadres pour que en gros, de manière générale, des gens ne puissent plus vraiment dire je ne savais pas que ça existe.
Donc ça, c'est important. Du coup, je vais faire un tout petit topo général pour comprendre aussi d'où cette répression elle vient. En fait, faut savoir que vraiment depuis 20 ans, ça a évolué de manière assez rapide, que la militarisation, elle a augmenté et que donc potentiellement sur des lieux comme ça, surtout dans la ruralité hors des villes, mais pas seulement, il y a vraiment un risque énorme de retrouver face à soi des armes de catégorie A, donc des armes de guerre, des armes qui sont potentiellement létales, qui en tout cas peuvent blesser gravement et voire mutiler définitivement. Et du coup, pour comprendre ça, c'est que depuis 20 ans, il y a eu vraiment une évolution assez rapide, parce que, qui est allée aussi avec la libéralisation de l'économie, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui produisent des armements, qui veulent les vendre et qui font du lobbying auprès des politiques. Du coup, il y a vraiment un aller-retour entre les politiques et les lobbies industriels et marchands au moment de salon de l'armement, etc. Ce qui fait que depuis 20 ans, en fait, des nouvelles armes sont arrivées. Et en fait, chaque année, on en a quasiment chaque année ou tous les 2 ans, on a des nouvelles armes qui apparaissent et il faut à chaque fois s'y accommoder, enfin pas s'y accommoder, mais comprendre comment elles fonctionnent, les reconnaître quand on voit des policiers avec, etc. Et après, donc ce processus de militarisation, il a évolué assez rapidement. Les politiques, elles ont d'abord commencé, les politiques commencent par expérimenter les nouvelles armes après avoir été séduits par les marchands, en fait, par les producteurs et les marchands. Et au cours de cette phase d'expérimentation, souvent, ils mettent ça entre les mains des policiers et des gendarmes qu'on a face à nous. Et donc, c'est pour ça, c'est à ce moment-là qu'on voit souvent apparaître des armes qu'on ne connaissait pas, parce qu'elles sont en expérimentation avant même d'avoir été adoptées. Et après, en fait, à partir du moment où elles ont été mises entre les mains des policiers et des gendarmes, très très souvent, les policiers et gendarmes veulent les garder et font la pression sur les politiques dans le sens inverse pour une amélioration de l'arsenal, pour une généralisation de ces armes et pour obtenir un encadrement légal qui leur garantit une forme d'impunité ou de protection fonctionnelle si, en fait, ça occasionne des blessures dans le cadre de l'emploi. Et donc, en fait, avec ces allers-retours entre le politique, les industriels et les policiers, la doctrine de l'emploi de la force, elle a vachement évolué depuis 20 ans et elle s'est vraiment transformée. C'est-à-dire qu'on est passé d'une logique dissuasive où l'idée, c'était plutôt de gérer la foule pour la faire rentrer chez elle, entre guillemets. Elle est passée de plus en plus dans des logiques punitives. Donc, l'idée, c'est plus de frapper les corps, de punir des individus pour faire peur au reste de la foule, et donc plutôt pour punir la foule que de gérer la foule. Et ça, il faut vraiment l'avoir à l'esprit parce que ça explique aussi qu'on va avoir face à nous des gendarmes et des policiers qui seront beaucoup moins conciliants qu'on pourrait le croire. On pense souvent qu'on peut dialoguer avec eux, etc., mais en fonction des ordres qu'ils ont reçus, mais aussi en fonction d'une logique répressive qui est à l'œuvre, ils vont pas être du tout à l'écoute et ils vont plutôt faire appliquer la violence de manière de plus en plus arbitraire dans un but de punir. Et donc, c'est dans cette logique-là qu'on peut les avoir face à nous, et c'est bien de l'avoir à l'esprit quand on va sur des manifestations comme ça, pour ne pas s'illusionner sur ce qui pourrait nous arriver. Et donc, enfin, la dernière étape, c'est aussi que, du coup, comme je l'ai dit, les policiers font pression, et donc, en fait, le cadre législatif, il s'est adapté à l'évolution de cette doctrine et à l'évolution des pratiques par la police, à la suite d'expérimentation de nouvelles armes. Et ça, c'est important de le savoir parce que ça explique aussi, on y reviendra à la fin, j'y reviens à la fin, sur pourquoi porter plainte, est-ce qu'il faut porter plainte ou pas porter plainte. Au dernier rassemblement à Sainte-Soline, la question est revenue de la part de personnes blessées, c'est est-ce que ça fait sens de porter plainte? Du coup, je pourrais répondre à la fin de cette présentation. En tout cas, ce qu'il faut un peu retenir sur les armements, ils sont un peu de 3 grosses catégories. C'est-à-dire que là, je ne vais pas du tout rentrer dans des détails techniques lourdingues parce que ce n'est pas du tout intéressant et ça rend les choses plus confuses qu'autre chose. Mais en tout cas, dans une manifestation aujourd'hui, on peut être amené à être confronté à la fois à du gaz lacrymogène sous plusieurs formes. Ça peut être des gazeuses à main, c'est des gazeuses qui vont être projetées sur une distance qui ne va pas excéder 15 mètres, 15-20 mètres. Des grenades lacrymogènes qui contiennent du gaz CS, du coup. C'est le gaz le plus courant qui est utilisé. La deuxième grosse catégorie, ça va être des armes à effet de souffle, de blast. C'est ce qu'on appelle communément des grenades explosives. Donc, elles contiennent essentiellement 2 types d'explosifs en France, la TNT et le RDX. Et ensuite, il y a une troisième catégorie, c'est les armes dites d'impact ou à effet cinétique, comme les balles de gomme, donc les fameux LBD, et les grenades de désencerclement qui en fait projettent des petits plots en caoutchouc, qui sont un peu des projectiles du même type que les balles de gomme. C'est des projectiles de gomme. Et donc, ce qui va nous intéresser, nous, quand on est dans une foule et qu'on est visé par ces armes-là, et pour anticiper le danger,
les principales données à prendre en compte, c'est le fait que c'est à la fois la concentration des gaz. On a eu très, très souvent des retours de manifs depuis les Gilets jaunes disant il y a une nouvelle arme, il y a un nouveau gaz, il est plus agressif que le précédent, ils ont des nouvelles armes, etc. En fait, en réalité, il y a des différents types de grenades qui sont utilisées et qui vont en fait elles vont varier en termes de concentration. C'est-à-dire que une même grenade tirée dans un même espace va être plus ou moins la quantité de gaz lacrymogène va être plus ou moins concentrée. Et donc, il va falloir s'intéresser à la concentration de gaz. Et notamment, c'est important à savoir, c'est que les nouvelles grenades de 40 mm, qui sont beaucoup plus petites et qui semblent plus inoffensives, en fait, sont en réalité plus agressives que les anciennes grenades de 56 mm. Elles ne sont pas tirées avec les mêmes armes, les grenades sont plus petites, donc on les voit moins. Et donc, un peu instinctivement, on se dit qu'elles sont moins dangereuses alors qu'elles sont quasiment 2 fois plus agressives que les anciennes grenades de 56 mm. Ensuite, il y a la force de détonation, et ça, c'est quand on est confronté aux armes dites aux grenades explosives dont j'ai parlé avant. Et là, il y a essentiellement une catégorie qui est aujourd'hui utilisée et qui commence à être remplacée aussi, c'est la fameuse GM2L, on en a beaucoup parlé dans les médias. Elle contient du RDX, qui en fait est un explosif qui est 1,6 fois plus puissant que la TNT. Donc, elles sont plus puissantes en réalité que les grenades précédentes, qui étaient les GLI-F4, qui ont notamment été responsables de mutilations pendant le mouvement des Gilets jaunes et même avant. Elles ont été remplacées par les GM2L sous prétexte qu'elles étaient moins dangereuses. En réalité, elles sont plus dangereuses parce que l'explosif à l'intérieur est plus dangereux. Et en fait, la troisième donnée à prendre en compte, c'est la puissance d'impact. Et la puissance d'impact, en fait, c'est essentiellement lié dites aux armes d'impact, aux armes à effet cinétique, c'est les LBD et les GMD. En fait, on dit souvent, il y a eu des comparaisons qui sont faites, c'est un peu difficile de faire des comparaisons, de vulgariser, mais en gros, si vous prenez un tir de LBD dans le visage, ça équivaut à un parpaing lâché de 1 mètre au-dessus de votre visage. Donc, ça donne un peu une idée de la force d'impact, de la puissance d'impact d'une balle de LBD. Et la grenade de désencerclement, les différents modèles, parce qu'il y a aussi différents modèles de grenades, c'est à peu près l'équivalent, le petit plot de 2 cm, donc de 9 grammes, est l'équivalent d'une boule de pétanque lâchée sur votre visage à 1 mètre. Donc, ça dit vraiment la puissance de ce petit plot de caoutchouc suffit à être extrêmement impactant. Du coup, là, j'ai mis quelques images. En fait, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est bien de savoir que ces armes-là ne sont pas nouvelles, que vous allez potentiellement les voir, que vous pouvez les voir à Sainte-Soline, puisqu'elles sont utilisées par les différentes forces. Donc, vous avez les lance-grenades classiques, vous avez le lanceur de balles de défense, qui est un fusil, et vous avez les nouveaux lanceurs de balles qui sont à multi-coups. En fait, c'est une arme qui tire plus loin et qui peut être utilisée par notamment la police, les CRS, et qui tirent des grenades de 40 mm dont je parlais avant, donc qui vont augmenter la concentration de gaz dans l'air. Et puis, il y a une nouvelle arme qui a été testée, qui est en train d'être testée sur la lutte des bassines, et ça, c'est important de l'avoir à l'esprit. Ce n'est pas vraiment une arme pour impacter, c'est plutôt une arme de contrôle a posteriori, pour identifier. Ce n'est pas vraiment une arme, c'est un moyen d'identification. Elle est de couleur jaune parce qu'elle est en phase expérimentale et elle a été utilisée au cours des derniers rassemblements. Ce qu'elle permet, en fait, c'est de projeter des petites billes d'un liquide inodore, incolore et donc quasiment invisible qui va pouvoir être détecté a posteriori si vous êtes arrêté, interpellé ou lors d'un contrôle de police. Et donc, si vous n'avez pas ça sur vos vêtements, vous n'allez pas forcément vous en rendre compte, mais elles permettront éventuellement de vous identifier si un gendarme vous a visé avec cette arme. C'est potentiellement parce qu'il vous accuse, il vous suspecte d'être en train de commettre un délit et il veut pouvoir vous identifier a posteriori. Donc, il faut vraiment voir si vous les avez face à vous, cette arme jaune-là, il faut être extrêmement vigilant. Voilà, il faut savoir aussi, après là, c'est des prospections et ce n'est pas la peine de rentrer dans le détail, mais potentiellement, dans la ruralité, les forces de l'ordre peuvent utiliser des moyens plus mobiles. Et notamment, ils ont évoqué dans des articles de presse la possibilité que les PSIG, donc qui sont un peu l'équivalent de la BAC de la gendarmerie, utilisent des motocross, voire des quads lors des prochaines manifestations. Il est toujours possible de voir des blindés de gendarmerie, comme on les a vus à Notre-Dame-des-Landes, ou des canons à eau sur les voies circulables, mais ce n'est pas nécessaire qu'ils les utiliseront, ce n'est pas forcément pertinent pour eux de les utiliser à Sainte-Soline, donc voilà, il ne faut pas non plus, faut pas trop avoir peur ou avoir des fantasmagories sur ça. En tout cas, motocross et quad, c'est quand même une éventualité, puisqu'ils veulent utiliser les PSIG, et donc voilà, il faut aller avoir à l'esprit, c'est qu'ils gagnent en mobilité dans les champs avec ce type de véhicule.
Par rapport aux grenades, donc je vous ai donné un petit peu les différents types de grenades. Je ne vais pas vous dire les modèles parce que ce n'est pas intéressant là ici. C'est juste, là, ce que vous les avez sous les yeux si vous regardez l'écran. Je pense qu'il faut retenir essentiellement, c'est qu'il y a quand même une panoplie assez large, que ce n'est pas évident de les distinguer les unes des autres, qu'elles sont quasiment toutes grises, ou en tout cas elles sont plastifiées, grises, etc. En tout cas, ce qui peut être absolument indispensable, c'est de reconnaître à minima celles qui sont les plus dangereuses, et notamment les GLIF4 qui sont à gauche, à droite en haut sur l'écran. Elles sont reconnaissables parce qu'il y a une capsule marron. Le problème, c'est que la capsule marron, vous ne la verrez pas forcément arriver avec la grenade. Vous verrez plutôt un opercule rouge vif qui est à l'intérieur. Et donc, en gros, ce que vous pouvez retenir, c'est que si vous voyez un projectile arriver sur vous qui est de couleur rouge, marron ou bleu, c'est qu'il ne s'agit pas d'une grenade lacrymogène classique. Après, je pourrais vous donner plein d'autres. Voilà, elle n'est pas forcément bleue, elle peut être rouge à l'extérieur. En tout cas, le projectile rouge est assez indicateur de quelque chose de dangereux qui vous tombe dessus. Il faut savoir aussi, dans les grenades, il y a plein de petits objets qui sont projetés au moment de l'explosion. Et donc, il faut avoir à l'esprit que voilà, la dangerosité, elle ne vient pas seulement de la grenade qu'on voit, qu'on visualise en train de tomber du ciel. Elle provient aussi des projectiles qui vont être propulsés beaucoup plus loin que la grenade elle-même, notamment des petits projectiles métalliques, de plastique dur, incandescent, etc. Donc voilà, en tout cas, il faut l'avoir à l'esprit. Ça ne veut pas dire qu'il faut paniquer, entre guillemets. Alors, je sais que c'est toujours difficile et vachement anxiogène de faire une présentation sur les armes dans ces cas-là, mais par expérience, on sait dans nos collectifs que c'est mieux de partir conscient que d'ignorer l'existence de ces dangers-là. Et les dangers, ils sont liés non seulement à l'onde de choc pour ce qui est des grenades, donc il y a plusieurs effets de souffle, le blast primaire, secondaire, tertiaire et le quatrième blast, c'est tout ce qui correspond un petit peu aux effets de la grenade selon l'éloignement par rapport à la grenade. Donc, il y a l'onde de choc, il y a des éclats et des projections d'objets, mais on peut aussi souffler par la grenade, pousser sur des objets et ça peut contribuer à nous blesser. Et après, il y a un quatrième blast qu'on considère, qu'on appelle le traumatisme psychologique, qui est lié au traumatisme psychologique, dont vous parleront plutôt les équipes de soins psy. Il y a un certain nombre de blessures, on ne va pas les énumérer non plus, mais voilà, il peut y avoir, le premier, c'est face au gaz, des chocs respiratoires, difficultés à respirer, éventuellement aussi des malaises liés à l'absence, à l'intoxication et à l'absence de respiration, de possibilité de respirer. Donc, ça peut aller jusqu'au vomissement et éventuellement la diarrhée dans des cas marginaux. Mais voilà, il peut y avoir un certain nombre d'effets directs liés au gaz et qui sont des effets respiratoires. Vous pouvez avoir des hématomes, des contusions, des abrasions. Vous pouvez avoir des brûlures, des fractures osseuses, des commotions de trauma crânien, des incrustations avec des plaies pénétrantes, mais aussi des mutilations, des ruptures d'organes. Voilà. Ça, c'est un peu, je vous fais toute la liste catastrophique de tout ce qu'on a pu observer sur des blessures liées à ces armes-là. Le plus souvent, c'est quand même des chocs respiratoires et des hématomes, voire des contusions, des brûlures et parfois des fractures. Les autres blessures sont plus marginales, elles sont moins fréquentes, elles existent. Voilà, il faut savoir qu'elles existent. Donc là, je vais passer à la question de la protection. C'est hyper important de se protéger le visage et la tête en priorité, d'essayer de trouver des moyens de se protéger les voies respiratoires, c'est-à-dire de ne pas respirer à plein poumon les gaz, se protéger les parties intimes, donc les parties génitales essentiellement, qui sont sujettes aux projectiles et aux fragments qui viennent du bas, du sol, mais aussi évidemment le triangle, en fait, tous les organes au niveau du ventre, du thorax, etc., ce qu'on appelle la bouteille. Il faut trouver des moyens un peu peut-être de se rembourrer sans mettre du papier, attention, pas de mettre du journal sous les vêtements parce que ça peut s'enflammer, mais en tout cas, essayer de trouver des moyens de rembourrer un petit peu sur le devant pour protéger les organes internes comme la rate, les poumons, le cœur même. Et donc voilà, il y a différents moyens et je ne veux pas être exhaustif. Moi, je vais me concentrer sur les masques parce que c'est souvent un débat. Quel masque on peut utiliser? Donc, il y a 5 types de masques. Il y a les masques de piscine, les masques de peinture, les masques de ski, les masques à gaz à proprement parler et les masques de bricolage ou d'airsoft. Ce qui est important de retenir, je pense, c'est que, alors je suis à 15 minutes, mais j'ai presque fini. Ce qui est hyper important, c'est qu'on conseillerait plutôt les masques de bricolage et d'airsoft, sachant que quand les uns vont protéger face au gaz, tandis que les autres vont protéger plus par rapport au choc. Et il n'y a pas vraiment d'idéal en termes de protection du visage pour se protéger du gaz et des chocs.
Mais quand même, les masques pour le bricolage et l'airsoft sont quand même les plus conseillés parce qu'elles ont des jointures en caoutchouc et donc ça évite que le gaz passe. Il y a notamment des débats sur le fait que le masque de ski est efficace. C'est toujours une protection, mais en tout cas, la mousse entre le visage et le masque laisse passer les gaz. Donc voilà, là, j'ai mis des conseils de masques. Et notamment, c'est vraiment les 4 masques qui peuvent être utilisés et qui sont sans doute les plus conseillables. Et donc, ce que je conseillerais en priorité, c'est les masques anti-éclat qui sont utilisés pour l'industrie, comme le masque Bollé avec la norme EN 166 et EN 170. Il y a aussi d'autres marques, mais Bollé et Uvex, c'est les masques principaux. Et pour ce qui est des gaz, les masques 3M avec des cartouches aux couleurs marron, gris, jaune. Donc, c'est un code couleur, c'est la norme de quels gaz vont être filtrés par ces cartouches. Donc, prenez des cartouches marron, gris, jaune en priorité pour ce qui est du code couleur. Et voilà, je termine doucement sur la question des bons réflexes. Il faut être, dans un premier temps, il faut être vigilant, il faut regarder loin et haut pour voir ce qui tombe du ciel et pouvoir anticiper ce qui tombe et pouvoir s'en éloigner. Donc, c'est un peu, et les contrôles directs droite à gauche pour voir si des équipes de police qu'on n'aurait pas vues viendraient des côtés. Avoir toujours une vigilance pendant qu'on agit et qu'on est en manifestation. 2, c'est la gestion du stress. Alors ça, c'est facile à dire quand on a peur, mais réussir à gérer son stress, c'est-à-dire à inspirer doucement par la bouche, à expirer par le nez, à prendre le temps, à pas courir de manière disproportionnée, vraiment que quand on sent qu'il y a un danger imminent. Ne pas générer des mouvements de foule, c'est extrêmement important, aussi parce que le stress, il participe à l'effet des gaz lacrymogènes. Les gaz lacrymogènes sont assez pervers, c'est-à-dire que la génération du stress dans l'organisme augmente les effets des gaz lacrymogènes. La 3e règle, c'est s'éloigner, absolument s'éloigner. C'est la règle primordiale pour les grenades. On sait qu'on a souvent envie de relancer les grenades lacrymogènes, mais à minima, on peut appliquer la règle des 2-3, c'est-à-dire on attend 3 secondes avant de toucher un truc qui tombe du ciel. On attend 3 secondes parce que le temps d'explosion d'une grenade, c'est entre 1,5 et 2,5 secondes. Donc, on attend au minimum 3 secondes, voire plus, et on s'éloigne à minimum 3 mètres, voire plus. Et on ouvre la bouche. Alors ça, c'est un peu étrange comme conseil, mais on ouvre la bouche parce que c'est pour la décompression. C'est-à-dire que ça va à l'encontre de la pression des grenades à effet de souffle et ça permet de ne pas avoir des effets, des affections à l'intérieur de l'organisme en raison du blast. Donc, ouvrir la bouche, c'est un conseil. Et le dernier conseil, c'est la protection de manière générale. Donc, se mettre près du sol quand une grenade arrive. Alors, évidemment, pas à proximité de la grenade. Se mettre derrière un obstacle et surtout se protéger la tête et notamment les yeux et les oreilles, comme sur l'image que j'ai mise sur l'écran, les bras autour de la tête et on tourne le dos à l'explosion. C'est-à-dire qu'on s'éloigne de 3 mètres, on tourne le dos, on essaie de se rapprocher du sol et surtout, on protège ses oreilles et son visage. Voilà, et je termine sur ça. La question du traumatisme, elle est extrêmement importante pour nous. C'est pour ça que moi, je suis toujours favorable pour participer à ces briefs. Il faut multiplier ces briefs à chaque fois qu'on va dans des moments de répression, des moments de manifestation. Ce qu'on oublie souvent, notamment, c'est que la plupart des blessures sont invisibles. Même quand on pense qu'on a été préservé, il faut toujours partir du principe que potentiellement, on a des blessures invisibles par rapport au blast et notamment par rapport au trauma. Et donc, il faut toujours avoir à l'esprit qu'une personne qui a été dans une manifestation à proximité d'une violence est potentiellement blessée, en tout cas à l'intérieur. Et donc, les autres conseils que je donnerais, c'est de toujours vérifier le consentement de la victime avant de faire quoi que ce soit et aussi respecter la temporalité de la victime. Et ça, pour nous, c'est hyper important. Ne pas pousser les gens à porter plainte, ne pas pousser les gens à réagir dans les jours qui suivent la blessure. Laisser le temps à la personne de redescendre, de comprendre ce qui lui est arrivé. Donc, vraiment de respecter, dans tous les sens du terme, respecter le consentement et la temporalité de la victime. Et après, si la question de la plainte ou pas plainte, en fait, il n'y a pas de réponse toute faite. Il n'y a vraiment pas de réponse toute faite. C'est on évalue le préjudice. Qu'est-ce qu'on a perdu? Qu'est-ce qu'on pense gagner en allant en justice? Quel est le souhait de la victime? Du coup, on doit demander à la victime c'est quoi son souhait? Qu'est-ce qu'elle veut obtenir en portant justice? Qu'est-ce qu'elle pense obtenir? Et ça doit être discuté. On doit avoir un dialogue, une discussion avec la personne. Et un des motifs qui peut amener à porter plainte, c'est d'avoir des informations sur qui m'a blessé, qui m'a fait ça, qu'est-ce qui s'est passé, obtenir des éléments de vérité qui peuvent permettre la réparation, et ça, c'est vital. En fait, on ne peut pas nier que le fait de porter plainte apporte des réponses et que ces réponses permettent de se réparer.
Et donc voilà, de manière générale, ne pas ajouter du trauma au trauma, c'est extrêmement important. C'est-à-dire, par exemple, quand on pousse quelqu'un à porter plainte en justice, on oublie souvent qu'il peut y avoir des violences judiciaires en plus des violences policières. Et donc, il ne faut pas ajouter du trauma au trauma si on sent que la personne est vulnérable, si la personne elle-même sent qu'elle est vulnérable. Il ne faut pas la pousser à aller mener des démarches, etc., à se faire connaître, ou même médiatiquement, juridiquement ou médiatiquement, ne pas exposer la personne à ce qui pourrait s'avérer être un trauma supplémentaire. Et c'est là où je finis vraiment sur le rôle des collectifs de soutien et de victimes. En fait, si j'ai mis des logos en dessous là, de la présentation, c'est pas parce qu'elles sont co-organisatrices de l'événement, mais c'est parce que c'est des collectifs existants de victimes et de personnes blessées. Et donc, il ne faut pas hésiter à les contacter. Vous pouvez les trouver en tapant leur nom sur Internet, les contacter pour avoir des conseils, pour ne pas rester seul, pour discuter, pour être accompagné juridiquement, et même pour faire du lien avec des psys si on n'a pas pu faire le lien pendant l'événement donné. Donc voilà, il y a Désarmons-les, l'Assemblée des blessés, les mutilés pour exemple, et le réseau d'entraide, vérité et justice qui concerne davantage des personnes tuées par la police. Mais comme il y a eu des personnes aussi tuées pendant les manifestations, il faut toujours savoir que ces collectifs existent. Voilà, je finis là-dessus. Désolé pour la longueur et surtout, il faut pas y aller en ayant peur. L'objectif de cette présentation n'est pas d'avoir peur, c'est plutôt le contraire. C'est de se rassurer et dire qu'on peut se protéger. Et quand on s'organise collectivement et qu'on est conscient des risques et qu'on est vigilant quand on y va, c'est le meilleur moyen de réussir à continuer d'agir sans y perdre trop. Voilà, merci. Super. Je rappelle que, parce qu'il y a beaucoup de questions liées à ça partout, la présentation est enregistrée, elle va être diffusée ensuite sur les réseaux des soulèvements de la terre et de Bassine Non Merci, ainsi que sur les sites internet. Et du coup, il y aura les images qui ont été affichées en partage d'écran aussi. Et du coup, je passe la parole à Médic. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on nous entend bien déjà ? Oui. Ok, super. Donc, on va introduire un petit peu en présentant l'équipe Médic qui œuvre et a œuvré sur les différents événements concernant les bassines. Donc, nous, notre petite Médic, elle est en charge donc, de la prise en soin des manifestants qui auraient besoin de soins au décours de la manifestation et en post-manifestation sur une infirmerie qui aura lieu sur les camps ou le camp. L'équipe Médic, elle est composée de professionnels de santé, mais aussi de personnes qui sont non professionnelles et qui ont tout autant des compétences et des savoir-faire et de l'expérience en milieu de manifestation. Pour nous, c'est important de rappeler que notre team Médic, elle n'est pas neutre politiquement. On entend par là qu'elle est présente en soutien en fait, aux camarades qui manifestent. On est aussi des militants anti-bassines. Notre équipe, elle fonctionne en lien étroit avec la Legal Team et les personnes attachées aux soins émotionnels psy qui interviendront un peu plus tard dans ce brief. On s'inscrit aussi dans un fort enjeu de lutte contre les violences policières et pour cela, on essaie de s'attacher à assurer un espèce de relevé circonstancié et des blessures auxquelles on fait face, et bien sûr de façon anonymisée. Voilà, je passe la parole à mon camarade pour la suite. Alors, se préparer avant la manip, c'est bien sûr préparer son matériel, on va en parler, mais c'est aussi arriver en forme. Donc, essayez de bien dormir avant, de ne pas faire des grosses fêtes. Qu'est-ce que vous pouvez prendre avec vous ? Alors, il est demandé au maximum de personnes de venir en bleu de travail, quel que soit le niveau d'engagement que ces personnes envisagent. Bien sûr, ayez des bonnes chaussures, pas neuves, et des chaussures de randonnée, par exemple. Et puis, voilà, un truc solide, un truc confortable dans lequel vous pouvez passer une journée potentiellement dans la boue parce que peut-être qu'il pleuvra. De l'eau, bien sûr, prenez de l'eau avec vous et puis un peu de nourriture type en cas. Alors, pour vous protéger des gaz, peut-être un masque FFP2, c'est un minimum. FFP3, c'est possible. FFP2, c'est ce que c'est après le Covid, mais ça, c'est à votre convenance. Un FFP3, ça filtre tout, mais pour courir, c'est moins facile. Vous pouvez imbiber le masque ou un tissu d'un peu de Malox, un mélange d'eau et de Malox, de jus de citron, afin de le rendre un peu plus imperméable au gaz.
Vous pouvez aussi mettre des lunettes de protection. Le camarade en a parlé tout à l'heure et vous voyez bien la différence d'usage entre le masque de piscine, le masque de chantier, etc., selon ce que vous avez envisagé de faire dans cette manifestation. Prenez aussi des dosettes de sérum Phi pour vous rincer les yeux si vous en avez besoin. Si on est exposé au gaz, il faut se rincer la bouche, cracher. On évite de se toucher le visage pour pas l'étaler. Et puis, on n'oublie pas que les effets, finalement, ils s'estompent assez vite, de l'ordre de quelques minutes. Ça dépend de la sensibilité des uns et des autres, des unes et des autres. On vous conseille de ne pas mettre de lentilles de contact, ni de maquillage ou de crème grasse sur le visage, parce que ça stocke les gaz. En fait, ça augmente leur effet. Bon, ça a déjà été dit, mais on le redit parce que c'est vachement important. Si vous avez un traitement médicamenteux à prendre, conservez-le avec vous, ayez une copie de l'ordonnance pour l'hypothèse d'une garde à vue. Et puis, on voulait juste parler de l'asthme. Les personnes asthmatiques, il peut y avoir un rythme un peu soutenu avec des expositions. Donc, prenez plutôt un FFP3 si vous avez des problèmes d'asthme et prenez votre ventoline aussi. Voilà, je repasse la parole à ma camarade. On conseille aussi fortement pendant la manifestation, les manifestations, de s'organiser en binôme, c'est-à-dire de venir avec quelqu'un de confiance, avec une personne avec qui vous avez un lien affinitaire, avec une personne avec qui vous avez partagé vos limites. Et en fait, avec cette personne, vous commencez la manifestation avec elle, vous la terminez avec elle. Ça permet que personne ne soit isolé et de veiller un petit peu les uns sur les autres. Voilà, donc pendant la manifestation, il peut y avoir beaucoup de mouvements. Il faut être attentif à ce qui se passe autour de nous. L'ambiance, elle peut ne pas être la même en fonction de où on se situe, de quel cortège on choisit d'aller. Enfin voilà, en tout cas, il y a de la place pour tout le monde. Voilà. Donc, pendant les actions, c'est important de prêter attention à ce qui sera dit par les personnes qui auront les mégaphones, c'est-à-dire les personnes qui donneront les informations et dirigeront les cortèges. Voilà, ça permet en fait d'éviter qu'il y a des fausses informations qui circulent et de provoquer des mouvements de panique un petit peu. Voilà. Pendant l'action, l'équipe médic, elle sera répartie partout. Si une personne est blessée, en fait, il suffit d'appeler médic assez fort en agitant et en levant les bras en l'air et en relayant un petit peu cet appel. Voilà, le temps que nos équipes interviennent, il est bien de rester avec la personne et si possible, l'éloigner un petit peu de la zone de tension, l'extraire un petit peu de la foule. Sur l'événement du week-end prochain, il y a un numéro médic qui sera diffusé. Pendant l'action, en fait, on vous appelle déjà s'il y a besoin, afin de ne pas saturer cette ligne, d'abord de faire appel aux médics qui sont sur place, au besoin. Et en fait, c'est eux qui joindront la ligne s'ils en ont besoin. Par contre, si vous êtes isolé et qu'il n'y a pas de médic en vue, il sera possible d'appeler ce numéro et c'est une sorte de régulation en fait, et une équipe médic sera envoyée le plus vite possible auprès de vous. Voilà, le numéro il sert aussi après l'action, ça sert à faire un suivi s'il y a des personnes qui sont blessées. Et on envisage aussi à ce qu'ils servent un peu comme permanence pendant la nuit s'il y a besoin. Alors, après la manif, si tu as été blessé, la recommandation, c'est de passer au poste de soins du camp pour plusieurs raisons. Parce que ça va permettre de réévaluer cette blessure, de voir si ça va ou s'il faut faire quelque chose en plus. Le caractère invisible, alors voilà, je trouve que c'est important qu'il y ait des soignants qui regardent ça. Il faut se faire confiance quand même, mais ça a un intérêt aussi, même si on ne se sent pas en danger ou quoi, en plus de refaire le soin dans un contexte plus serein, de recenser les blessures. Bien sûr, ce sera fait de façon anonymisée, parce qu'il ne s'agirait pas d'exposer des gens
à ces questions de secret. Voilà, on voulait surtout vous dire de prendre soin les uns des autres et d'anticiper, de bien vous amuser, parce que ce sont des moments festifs et d'une grande puissance collective. Et ça va être super chouette. Voilà, nous passons la parole aux camarades du soin psy. Merci beaucoup. Merci. On en profite pour répondre à la question là sur l'ordonnance. A priori, plutôt pas. Alors, attends une seconde. Ouais. Est-ce que c'est possible pour la camarade de soutien psy et émotionnel de se déconnecter et reconnecter, parce que là, ça ne fonctionne pas. Du coup, on va avoir du mal à faire ce passage. Et vas-y, pour la réponse aux questions. Ouais. La question qui était posée était de savoir si on pouvait faire une ordonnance en base arrière. A priori, non. On ne fait pas d'ordonnance parce que ça crée des liens qu'on n'a pas envie de créer, des liens administratifs. Après, bien sûr, si quelqu'un est dans une grande difficulté, on préfère trouver un moyen de s'arranger. Donc, s'il y a des gens qui ont des difficultés, il ne faut pas qu'ils hésitent à contacter la base arrière, mais le moins on aura à gérer ce genre de choses-là et le mieux on se portera. Du coup, soutien psy émotionnel. Du coup, c'est un groupe qui s'est monté depuis la dernière mobilisation contre les méga-bassines, qui se base sur des expériences diverses. Et le but, c'est vraiment d'intégrer le soin psychologique et émotionnel dans nos pratiques militantes. Ça part du constat que souvent, dans des actions politiques, il y a des médics, il y a du conseil et du soutien anti-REP, mais il y a trop peu de choses sur ces enjeux-là. Et pourtant, être confronté de manière directe ou indirecte à des situations de violence et de répression, ça a des impacts hyper concrets sur notre santé. Il y a plein de manières différentes, il y a plein de choses qui vont faire qu'on va gérer ça, ces réactions, de manière différente. Ça peut être basé sur le vécu personnel, les ressources, notamment matérielles qu'on a, le degré d'exposition à ces violences, aussi les discriminations qu'on subit au quotidien. Mais quoi qu'il en soit, tous ces événements, ils ont des conséquences à court terme, à moyen terme, à long terme, sur nous-mêmes, sur nos collectifs, sur nos mouvements. Et nous, on trouve ça hyper important d'en parler, parce que ne pas en parler, ça conduit à l'isolement, ça conduit à l'exclusion, souvent aussi à un sentiment d'impuissance. Et c'est aussi parce qu'on a un peu marre des cultures militantes un peu virilistes qui glorifient un certain rapport à la violence, considèrent qu'être faible et que chercher de l'aide, eh ben, ça va pas. Et du coup, on politise le soutien psychologique et émotionnel. Quelques conseils pour la mobilisation. Ça a déjà été dit, on le répète. Prenez le temps de voir dans quel état vous êtes. Comment vous vous sentez physiquement, émotionnellement. C'est quoi vos envies en allant à cette action? C'est quoi vos limites? De quoi est-ce que vous avez besoin pour participer à la mobilisation? Deuxième conseil, prenez le temps de repérer les différents espaces, les points d'accueil, les espaces de campement, les cantines, où se trouve l'espace médic et l'espace soins, où est-ce que je peux trouver des informations, etc. etc. Les copains en ont parlé juste avant, n'allez pas seul en action. À minima, vous y allez avec une personne qui sera votre binôme. Et dans la mesure du possible, on vous encourage très très fort à y aller avec un groupe de personnes en qui vous avez un minimum de confiance. Nous, on appellera ça un groupe affinitaire. Ça va vous servir à vous organiser, à vous sécuriser, à décompresser. Et quand vous avez ce groupe-là, il y a plein de questions. Enfin, vraiment, prenez un temps avant l'action pour vous poser des questions. C'est quoi vos motivations et vos expériences? Pourquoi vous voulez y participer? Partagez vos peurs, partagez vos limites. Discutez de comment vous vous sentez face à la répression. Qu'est-ce que ça vous fait d'être face, je ne sais pas, à des policiers et des policières, par exemple, etc. Qu'est-ce que vous voulez faire en cas d'arrestation? Vous pouvez aussi discuter entre vous des aspects plus organisationnels. Vérifiez que tout le monde dans le groupe a au moins un ou une binôme. Réfléchissez à comment vous voulez prendre des décisions, parce que des fois, dans l'urgence, on se met à paniquer et c'est hyper galère. Peut-être que vous avez des rôles à vous répartir. Vous pouvez lister ensemble le matériel dont vous avez besoin. Vous pouvez réfléchir s'il y a des situations dans lesquelles votre groupe pourrait amener à se scinder. Plus on prévoit ce genre de choses et plus c'est facilement gérable le jour J. Ensuite, au sein toujours de ce petit groupe, n'hésitez pas à partager entre vous les infos nécessaires. Par exemple, personne contact si vous avez des traitements médicaux, éventuellement les garanties de représentation. Vous pouvez vous partager des infos sur est-ce que, par exemple, l'un ou l'une de vous a des enfants qui sont à l'espace Bambin, etc. etc.
C'est chouette de vous donner un point de rendez-vous précis avant de partir en action et un point de rendez-vous précis après pour vous retrouver. J'en parlerai juste après. Et évidemment, prenez le temps de bien vérifier que tout le monde a capté les informations, les dernières infos, etc. Pour information, pour les personnes qui viennent seules, il y a des ateliers de création de groupes affinitaires qui vont être organisés sur le camp de Mel le vendredi soir et le samedi matin. On vous encourage très vivement à y aller. Et il y aura aussi sur place des brochures que vous pourrez trouver pour vous aider à vous organiser en tant que groupe affinitaire, si vous n'avez pas pris des notes assez rapidement de tout ce que je viens de dire. Pendant l'action, toujours pareil, hein, prenons soin de nous, soyons solidaires, respectons nos limites, essayons dans la mesure du possible de garder notre calme, de suivre les informations données par les mégaphones, etc., etc. Au retour de l'action, c'est important de prendre le temps de se retrouver entre personnes de confiance, par exemple votre groupe affinitaire, pour parler de ce qui s'est passé. Et donc là, vous pouvez trouver un espace dans lequel vous vous sentez en sécurité et dans lequel chacun et chacune va pouvoir parler de son expérience et de ses ressentis. Comment vous avez fonctionné, les trucs chouettes, les trucs moins chouettes. Peut-être que vous voulez discuter de comment vous souhaitez vous soutenir par la suite, etc. Enfin, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. C'est-à-dire que s'il y a des situations qui dépassent ce que le groupe peut prendre en charge, c'est complètement OK et encouragé d'aller chercher du soutien extérieur, notamment auprès des différentes composantes de la base arrière. Il y a les numéros de téléphone qui seront mis dans les brochures, il y aura des équipes sur place, sollicitez-les. Ensuite, le groupe de soins psychologiques et émotionnels va mettre à disposition plusieurs brochures qui visent vraiment à plus se préparer. Vous les trouverez notamment au point d'accueil. On vous encourage très, très fortement à les lire avant de partir en action. Les brochures, il y en a 3. Une brochure un peu générale d'autodéfense psychologique et émotionnelle avec des conseils pour se préparer, des informations sur les impacts psychologiques et émotionnels de la violence, etc., des recommandations. Ensuite, une deuxième brochure sur comment soutenir une personne qui est en détresse. Ça détaille en gros les comportements à avoir et à proscrire, etc. Et il y a une troisième brochure qui est dédiée aux blessures et aux traumatismes. Et là, l'idée, c'est d'avoir des bases sur c'est quoi un état de choc, c'est quoi un syndrome de stress post-traumatique, comment on reconnaît ces symptômes, qu'est-ce qu'on peut y faire, etc., etc. Ces brochures, c'est pas pour les gens qui adorent la psychologie, c'est vraiment pour tout le monde. Encore une fois, c'est vraiment un enjeu politique de se réapproprier tout ça, de comprendre ce qu'on met derrière les mots et surtout de voir quels comportements peuvent être aidants et pas aidants. Bon, vu qu'on a conscience que les brochures et la prévention, c'est bien, mais que c'est pas suffisant, il y aura aussi un dispositif sur place, avec certains espaces. Il y aura un espace physique sur le camp de Mel pour se poser et vous pourrez trouver là-bas des personnes qui proposent de l'écoute active. Ce sera, à partir du samedi après-midi et tout le dimanche, ce sera à l'espace cantine du camp de Mel. Il y aura un info-kiosque, il y aura tout un espace un peu pipou pour se poser et surtout des personnes qui auront un badge vert et qui seront vraiment là pour faire de l'écoute active, discuter avec vous, etc. N'hésitez pas à y aller quand vous voulez. Ensuite, il y a un deuxième lieu, ce sera une infirmerie psychologique qui sera un peu plus à l'écart de la vie collective du camp. C'est un lieu qui vise à proposer du soutien aux personnes qui sont en état de choc, bouleversées, sidérées, paniquées. Sur place, il y aura des personnes qui sont spécifiquement formées à soutenir des personnes qui vivent ça, qui seront là. Le lieu, il sera ouvert dès le samedi après-midi et tout le dimanche. N'hésitez pas à y aller s'il y a besoin. On aura également un numéro spécifique de l'équipe psycho-émotionnelle. Ce n'est pas une ligne d'écoute, mais ça sera un moyen d'obtenir de l'information, de signaler des besoins. Elle marchera le samedi après-midi et tout le dimanche. Et enfin, étant donné que le groupe a conscience que, en fait, des fois, les conséquences de situations à haut stress, elles peuvent mettre du temps à se manifester ou alors ça peut demander du temps de vouloir demander de l'aide. Et du coup, il y a un mail qui sera communiqué sur le camp, dans les brochures, pour les personnes qui voudraient du soutien à plus long terme. On a un ensemble de personnes qui se rendent disponibles pour faire un suivi avec des personnes qui, après le week-end, auraient besoin d'aide. L'objectif, c'est vraiment que personne ne se retrouve complètement seul avec ces difficultés.
Une dernière chose, face à des événements violents, que ce soit directs ou indirects, des événements qui génèrent beaucoup de stress, le corps et l'esprit peuvent réagir de plein de manières. On peut être avec des stratégies d'évitement, des émotions qui sont décuplées. On peut revivre l'expérience et pas vouloir s'en défaire. Toutes ces réactions, elles sont normales face à des événements qui sont anormaux et qui sont super stressants. Le corps a besoin d'absorber ce qui s'est passé et tout ça, ça remplit une fonction qui est de traiter l'expérience et se protéger. Quelquefois, ces réactions, elles vont surgir bien longtemps après les événements, quelques semaines, voire même des années plus tard. C'est pour ça que c'est hyper important d'apprendre à identifier ces réactions, comprendre comment prendre soin de soi et de nous et aller voir quand on a, enfin, du soutien extérieur quand on en a besoin. Donc, on vous encourage vraiment à nous solliciter si vous en éprouvez le besoin, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, peut-être simplement quelques mots pour des composantes de la base arrière qui ne peuvent pas être là aujourd'hui et qui sont personne pour s'exprimer, qui avaient quelques petites infos à faire passer. Il y a notamment le dispositif RFS, c'est-à-dire Riot Fight Sexism, qui est le dispositif contre les violences sexistes et sexuelles, et qui vise à diffuser une culture féministe et réduire les risques d'agression sexistes et sexuelles pendant les festivités de ce week-end de mobilisation. De la prévention des violences à la réaction en cas d'agression, au soutien de victimes, des personnes se sont formées à ce dispositif-là durant toute la France pour cette occasion. Pendant tout le week-end, l'idée c'est que si vous êtes témoin d'une agression ou d'un comportement problématique ou que vous-même vous êtes la victime de ce comportement, vous pouvez le signaler à l'équipe RFS. Elle sera joignable par divers moyens pendant tout le week-end, notamment avec un numéro d'urgence qu'on va vous envoyer par écrit et qui est aussi disponible dans le livret qu'on a mentionné. Il y aura aussi une permanence du dispositif RFS. Où vous pourrez lire des brochures, discuter avec les personnes ou même trouver de l'aide si vous en avez besoin. Et un peu partout sur l'événement, il y aura des équipes mobiles avec brassards dorés et guirlandes lumineuses pour veiller, écouter et gérer s'il y a un problème. Il ne faut pas hésiter à les solliciter, ces personnes-là. Ces personnes voulaient aussi que je transmette ce message-là, que c'est de notre responsabilité collective de veiller à ce que des agressions n'arrivent plus, que les violences sexistes et sexuelles, c'est comme les bassines, on n'en veut pas. Osez dire, osez interpeller pendant la manif et les événements à Melle. Soyez attentifs à vos potes et à vos copains, qu'ils soient de potentielles victimes ou agresseurs. Du coup, voilà, le dispositif RFS sera aussi disponible partout, à tout moment, et vous pourrez les joindre, bien sûr. Et l'idée, c'est que on soit toutes et tous vigilantes ensemble. Et encore un petit mot d'un autre composante dont on vous a parlé très rapidement, mais qui est hyper précieuse aussi et nouvelle dans les manifestations bassines, c'est la garderie autogérée qui s'appelle la bassine à bulles. Elle est là pour permettre à tout le monde, y compris les parents, de participer à la manifestation du 25 et du 26 mars. Et donc, elle propose un accueil d'enfants du samedi, du coup, à partir du samedi de 8h à 18h. Et ensuite, le dimanche, un espace autogéré de 10h à 17h. Ça sera à Melle, dans le centre-ville de la ville de Melle, que ça se passera et on vous communique bientôt les manières d'y accéder. Alors, comment ça se passe, cette garderie? Il faut s'inscrire. On vous envoie le lien d'inscription. Il est aussi dans le livret dont on vous a parlé. Hop. Et l'idée, c'est que vous pouvez, en suivant ce lien, vous inscrire pour inscrire votre enfant et vous inscrire aussi si vous avez envie d'aider. Sur place, le jour J, l'idée, c'est que les parents qui laissent leur enfant à la bassine à bulles auront à remplir une fiche avec quelques informations, notamment le numéro des personnes à contacter en cas de problème, les éventuelles allergies de l'enfant, etc. Vous pourrez alors confier vos enfants aux animatrices de la bulle et revenir les chercher à la fin de la manifestation. Évidemment, il y aura un numéro et cette garderie autogérée et la garderie en tant que telle sera joignable durant toute l'action. Alors, qui est accueilli dans cette garderie? Tous les enfants, dans la limite de la capacité d'accueil du lieu et du nombre d'adultes accueillants présents. Donc, l'idée, c'est que si vous voulez même participer et du coup aider, c'est possible aussi. Et c'est mieux de s'inscrire et de prévenir pour que tout ça soit possible. Si les enfants ne sont pas autonomes, c'est possible aussi de venir accompagner de son enfant.
C'est gratuit, tout ça est fait bénévolement. Il y a des possibilités de dons à prix libre. Et pour contacter, il y a déjà un mail qu'on vous remet aussi et le formulaire. Peut-être aussi un petit mot du pôle Andy des validistes. Du coup, là, c'était la garderie, RAPS et maintenant Andy des validistes. C'est qu'on a eu aussi des retours de personnes potentiellement qui avaient des mobilités réduites et qui n'avaient pas pu accéder au camp de Sainte-Soline ou qui avaient éprouvé des difficultés lors de la dernière manifestation de Bassine. Du coup, il y a un pôle qui a été mis en place afin d'envisager plus facilement la venue de personnes qui seraient à mobilité réduite ou qui souffriraient qui auraient des handicaps. Donc, il ne faut pas hésiter à contacter ce pôle-là. Pareillement, on vous remet tous les détails là dans le chat. Et l'idée, c'est de pouvoir vous renseigner et aussi diffuser ce numéro et ce mail-là pour si vous avez besoin d'informations sur l'accessibilité. Il y aura un espace au calme et au chaud pour que des personnes en situation de handicap puissent se reposer, discuter ou penser sur le moment des besoins particuliers, des choses à mettre en place. L'idée, c'est aussi que l'accessibilité soit facilitée par un parking qui sera en cœur de site et un espace dédié sur le camping et une équipe dispo pour répondre aux demandes en amont sur place et à la suite. Cette équipe, elle sera symbolisée par un brassard à paillettes bleues. Évidemment, là, on vous balance plein d'infos. On a conscience que c'est très dense, mais pas de souci. Tout ça, ça sera disponible aussi sur site. Il y aura des personnes qui seront là pour vous donner ces infos-là. Il y a aussi plein de brochures qui vous seront accessibles. Globalement, un peu pour conclure, et n'hésitez pas si j'ai oublié des choses, les personnes qui sont là aussi, la base arrière, c'est vraiment toute cette composante du soin dans laquelle on inclut aussi, nous, la Legal Team. Il y aura un accueil de cette base arrière à l'entrée du site, à Mel notamment, où vous pourrez retrouver toutes les informations qu'on vous a données là, avec des brochures, des papiers, avec les numéros utiles, comme toutes les informations sur les avocats, avocates, les différents numéros médics, accessibilité, soutien psy et émotionnel si besoin, et toutes les brochures dont on vous a parlé rapidement durant ce brief-là. Globalement, on arrive à la fin, on a plutôt incroyablement tenu notre timing. Il y a eu énormément de questions pour faire un total plus de 160 questions posées tout au long du brief. On attendait d'y répondre. On n'a pas pu répondre à toutes vos questions sur les accessibilités, quand arriver, est-ce qu'il y aura des parkings, si vous pourrez poser vos tentes, ou ce type de questions-là, car on n'est pas en capacité de le faire, que toutes les infos seront données, notamment sur l'infoline et sur les sites et réseaux sociaux de Bassine Montmercier et des soulèvements de la Terre. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de ces moyens de communication-là. Tout ça sera accessible dès que c'est public. En fait, vous aurez accès à tout ça. Durant ce brief, c'est des choses qui émanent des réflexions des derniers mois. On a sûrement oublié plein de choses. On n'est pas parfait du tout. On tente de répondre un peu aux besoins et aux constats qu'on a fait des dernières manifestations Bassine. Et on est très preneur d'éventuels retours que vous auriez, de pistes d'amélioration, etc. Et évidemment aussi de personnes. Il y a pas mal de personnes qui proposent leur aide. Il y a tout bientôt un grand formulaire de demande de bénévoles qui va être accessible pour la base arrière. Et n'hésitez pas à vous inscrire, que ce soit pour un pôle ou pour un autre. Même sur place, sur l'événement, il y aura aussi des besoins de soutien. Pareillement, n'hésitez vraiment pas à vous inscrire à tout ça. Le bénévolat, du coup, ça sera à la fois un formulaire qu'on va tenter de sortir sur les internets et en même temps aussi sur place. Ça dépendra des différents pôles et des besoins sur le coup aussi.